compte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Live long and prosper, Odyssée. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux au Meter in Space deuxième édition. On est très fiers de pouvoir réaliser cette deuxième édition ici à la Cité de l'Espace. Mais avant de démarrer, j'aimerais donner la parole à Aurélie Baker, qui est donc la directrice France de iCospace, qui a été l'une de nos intervenantes lors de la première édition, que vous pouvez retrouver en podcast. Et je lui laisse faire un petit mot pour introduire cette deuxième belle édition. Merci Aurélie, on peut l'applaudir. Bonsoir à tous. Merci Thomas et Simon pour l'organisation de cet événement. Je trouve ça vraiment super qu'un événement comme ça, à l'occasion du 8 mars, soit organisé par deux gars. Je trouve que c'est un beau message. Et je suis contente aussi de voir qu'il y a des hommes dans la salle qui sont intéressés par la thématique. Parce que un des messages qui est important pour moi à faire passer, c'est que l'égalité, c'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire qui concerne tout le monde. Il y a des statistiques très récentes qui montrent que les entreprises qui ont la parité, en particulier dans les comités exécutifs, ont des taux de réussite et des taux de succès qui sont bien plus importants que la normale. Donc, à accéder à la parité et à l'égalité, c'est pas une affaire juste de femmes. Et je parle bien de parité, pas d'avoir plus de femmes que d'hommes, mais vraiment d'arriver dans un monde où on arrive à avoir les mêmes représentations. Ça apporte de l'équilibre, ça apporte une certaine... ça compense, ça complémente les façons de voir et ça permet d'arriver à des meilleurs résultats. Donc je trouve que ces événements sont importants vraiment pour pouvoir ouvrir la porte à tout ça. Et juste un dernier petit mot, on avait commencé ça l'année dernière, on est venu avec des collégiennes. Et on peut favoriser les métiers scientifiques. Ça commence tôt parce qu'on voit qu'il y a, vous en parlerez tout à l'heure, les chiffres dans les métiers scientifiques ne sont pas super mirobolants au niveau de la présence des femmes. Donc on essaie de travailler, en particulier au niveau du collège d'Auxonne, avec deux professeurs de mathématiques et physique, de pouvoir un peu prêcher la bonne parole, je dirais, et montrer aux jeunes filles que les carrières scientifiques, c'est super cool et qu'on peut y faire plein de choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Aurélie. Tout d'abord, on tient à remercier la Cité de l'Espace qui co-organise cet événement et qui nous accueille dans ce lieu qui est quand même unique à Toulouse et en France pour le spatial. Donc merci beaucoup à eux, merci beaucoup à Margot Béros qui nous a beaucoup aidé à organiser ce bel événement. Merci aussi à Astroscale, au CNES et à l'IRAP qui ont permis à cet événement de prendre vie et à nos intervenantes qu'on va vous présenter juste après qui donnent finalement leur âme à ce bel événement. Et après avoir présenté nos soutiens, qu'on remercie vraiment chaleureusement, parce que tous les deux, c'est pas anodin pour nous de faire un événement ici, très clairement, même si c'est le deuxième. Mais on va se présenter aussi nous. Donc je vous présente Thomas Charpenay, qui vous a introduit ce deuxième Meter in Space. Et je suis donc Simon Lévesque. On est les cofondateurs d'un média de vulga scientifique qui s'appelle Odyssée Spatiale. On va le répéter plusieurs fois, donc je pense que ça va rentrer à un moment. Et on a créé ce média il y a environ 6 ans. Et on est présent notamment sur Instagram, si vous voulez nous suivre. Odyssée.spatial. C'est là qu'on réunit un peu tous nos contenus, majoritairement des vidéos et des teasers de nos podcasts, donc, qui est la deuxième partie. Vous en trouverez toujours sous le même nom sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, votre préféré. On fait 2 types de podcasts et des portraits d'espace qui sont des formats courts où on présente nos invités, leur parcours, leur métier, leur passion du spatial, et un format émission où là on rentre plus sur des thématiques, je sais pas, sur la découverte de différentes planètes dans notre système solaire, sur l'univers en général, mais aussi sur des métiers du spatial plus techniques. Et par exemple, on a une dernière émission qui est avec une de nos intervenantes qui était sur les débris spatiaux, que je vous invite à aller écouter. On a fait aussi une émission avec Célia Pelluet qu'on recevra tout à l'heure. Je vous invite à l'écouter après cet événement, bien entendu, pour ne pas troubler la quiétude de nos discussions. Mais avant de poursuivre, un petit mot de Christophe Chaffardon, donc, qui est directeur éducation, sciences et culture ici à la CEMEXL et qu'on souhaite remercier. On peut l'applaudir pour son soutien et son accueil. Merci bien. Merci Simon, merci Thomas. Juste très rapidement, vous souhaitez la bienvenue
à la Cité de l'Espace. Donc ouais, on est très content pour la deuxième année d'accueillir cet événement, Meteor in Space, et toute l'énergie aussi de Thomas et Simon, et parce qu'on fait le même métier, on fait de la vulgarisation scientifique, vous aussi, avec d'autres formats, et c'est bien qu'on se croise et qu'on puisse aussi d'une certaine manière aussi vous aider à organiser ce genre de choses. Donc voilà. Donc alors sur la thématique, je ne vais pas trop m'étendre. Bon, évidemment, parce que ça va être bien fait. C'est quand même une année un peu particulière. Hein. Donc 13 février dernier, il y a quand même une Française qui est partie dans l'espace, Sophia Deneau. Donc on avait suivi l'événement. Peut-être que pour certains d'entre vous étaient là. On a fait la retransmission vraiment en direct. C'était décollage, c'était 11h15 le vendredi 13 février. 11h15 vendredi, il y avait quand même 3000 personnes qui étaient là. On avait fait un accès gratuit, juste en fait pour vivre l'événement tous ensemble et pas le regarder sur Internet ou je ne sais où. Un peu comme les gens quand ils regardent un match à la télé, on se retrouve dans un stade pour partager quelque chose. C'est un peu différent, c'est un peu pareil. Donc c'était vraiment chouette. On a eu énormément de médias qui sont venus, télé, radio, tout ça. Et donc voilà, on était vraiment... alors moi j'animais le truc et tout. Et franchement, on avait fait les décollages de Thomas, les deux, Proxima et Alpha. Et là, il y avait quand même une espèce de tension qui était plus forte que ce qu'on avait connu auparavant. Alors, vraiment, je sais que j'avais essayé de faire le côté compte à rebours, là, de dire, on va compter 10. Et c'est pas parti du tout. Les gens étaient comme ça, là, un peu stressés, mais émus, mais machin. Et après le décollage, il y a plein de témoignages de gens, alors certains qui avaient croisé Sophia Deneau aussi, parce qu'elle elle a passé quand même pas mal de temps ici. Et c'était différent du Voltement. Alors, je ne fais pas de conclusion hâtive sur le lien avec, mais c'était et elle est différente aussi, hein, de fait. On l'avait reçue en mars 23. C'était sa première sortie grand public. Elle venait d'être sélectionnée en novembre 22 par l'ESA. Elle était encore armée de l'air à l'espace. Et c'est vrai que c'était un personnage qui était bien différent d'un Thomas Pesquet, qui lui aussi a toutes ses qualités, sa personnalité. Mais voilà. Et déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais déjà, il y a aussi des choses différentes dans ce qu'elle a pu communiquer comme information autour de son départ, pendant la mission là qui commence. Donc voilà, on va suivre tout ça en tout cas avec beaucoup d'intérêt. On a fait une exposition qui s'appelle Mission Epsilon, qui est au niveau -1 des expositions permanentes, où on va essayer actualiser régulièrement toutes les activités qu'elle fait. On va récupérer des vidéos, on va expliquer les expériences. On va sûrement faire une sortie extravéhiculaire. C'est pas officiel, mais c'est de grandes chances que ça arrive. Donc on suivra tout ça. Et puis après, bien sûr, son retour. Et puis je pense qu'après sa mission, j'en suis sûr, elle viendra à la Cité de l'Espace pour rencontrer aussi le public. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Et puis voilà, donc année particulière par rapport à cette thématique-là. Parité chez nous, alors, comité de direction. Alors, on n'est pas en parité, comité de direction, mais on a 4 filles, 3 garçons. Bon, donc c'est impair. Bon. Après, dans la direction que j'anime, donc tout ce qui est vraiment développement des contenus, c'est-à-dire les expositions, les événements, l'éducation, le planétarium, tout ça. On est quoi, entre 20 et 25. Et là, dont une des dignes représentantes est là ce soir sur le plateau. Donc elle est là-bas, Julie. Là, tu confirmes, Julie, il y a quand même plus de filles. Oui, d'accord. Il y a quand même plus de filles sur des métiers comme ça. Bon, voilà. Donc du coup, voilà, je dis ça et j'ai rien. Et on est très content. Ça se passe comme ça aussi. Mais cette parité est différente que ce qu'on peut avoir peut-être sur d'autres métiers. Donc en tout cas, ravi encore de vous accueillir. Je crois que ce qu'on disait avec Margot, qui est là, c'est elle qui a organisé, Margot. Oui, elle me montre la montre. Je vais m'arrêter. Peut-être l'an prochain, on va le refaire. On ira dans une salle plus grande. Parce qu'il y a du monde. Bon, voilà, très bonne soirée. Bravo à vous. Et puis, voilà, je vous laisse le on stage, comme on dit, enfin le floor. Je sais pas. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Et merci beaucoup donc, à la Cité de l'Espace une nouvelle fois. Alors, pour contextualiser un petit peu l'événement, comme l'a annoncé Simon et comme en a parlé Christophe, aujourd'hui, les chiffres, ils sont positifs, mais ils ne sont pas encore bons sur une équité pure et parfaite, comme on peut l'observer. Surtout dans les domaines de la science, de la technique, de l'ingénierie notamment. Alors ça, c'est des chiffres qui datent de 2022. Bien sûr, ça a évolué, mais ils ne sont pas tous encore à jour. Ils ne sont pas encore tous publiés. On peut voir que dans la médecine, à l'INSERM ou à l'Institut Pasteur, on a une bonne majorité qui tend vers une majorité de femmes. Mais par contre, à l'ONERA, au CEA, au CNES, au CNRS, à l'INRIA, on est encore sur des parités qui sont plutôt en faveur des hommes. Donc, il y a quand même une bonne marge de progression.
Ça, on le sait, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, dont celle-ci ce soir, mais on n'en doute pas que ça va évoluer avec ces nouvelles générations qui arrivent. Et là, on le voyait sur des données donc, qui sont liées à l'emploi, mais ça commence plus tôt que ça. Parce que là, c'est donc des données qui sont plus récentes, qui viennent d'un rapport sénatorial qui est sorti en octobre 2025, que je vous conseille de consulter si vous le souhaitez. Je pourrais vous donner le nom après cette table ronde, mais qui montre que donc on a 56% de femmes dans l'enseignement supérieur en général, donc c'est-à-dire après le bac, donc elles sont majoritaires. Mais quand on commence à regarder plus précisément, par exemple, dans les étudiants en sciences fondamentales à l'université, on tombe à 33%, puis à 25% si on regarde des classes préparatoires scientifiques, et enfin à 20% si on regarde les étudiantes, la part d'étudiantes dans les 10 plus grandes écoles d'ingénieurs françaises. Donc il y a quand même une sacrée différence. On voit qu'elles sont majoritaires dans l'enseignement supérieur au global, et elles sont que 20% dans les principales, les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et ça, on le voit même avant le post-bac, si on peut dire. Là, c'est une statistique qui vient aussi de ce rapport sénatorial et qui avait été produite en 2024, qui s'intéresse, comme le disait d'ailleurs Aurélie tout à l'heure, à ce que vont exprimer les filles et les garçons à la suite d'un test de mathématiques à différents stades de leur vie. Donc vous voyez, 6e, 4e, seconde, etc. Et ce que vont dire les garçons et les filles qui ont plutôt bien réussi dans les faits, mais est-ce qu'ils vont dire qu'ils ont bien réussi avant d'avoir le résultat? Eh bien, on voit qu'il y a quand même une différence significative entre les garçons qui vont dire en grande majorité « ouais, j'ai bien réussi », et à raison, ils ont bien réussi, hein, et les filles un peu moins. Mais on voit que ça se creuse à certains moments. On voit même que sur des CAP, par exemple, les filles ont quasiment 20% de moins de réponses positives alors qu'elles ont bien réussi ce test-là. Donc on voit qu'en fait, il y a à la fois une forme d'autocensure, peut-être aussi une forme pour certaines matières, notamment effectivement les sciences fondamentales, les mathématiques, une forme de... on repousse cette matière en se disant « c'est pas fait pour moi », alors qu'en fait, pas forcément, même pas du tout. Et après, ça amène à des choses comme des centres de recherche en mathématiques et en ingénierie qui ont des taux de femmes très faibles, en tout cas pas du tout paritaires. Donc on va aussi en discuter avec nos intervenantes de ce soir, qui ont des profils qui pourraient vous intéresser sur cette question-là. Et juste avant de nous présenter nos intervenantes, promis, vous allez pouvoir vous asseoir dans pas longtemps, on aimerait vous parler d'une autre femme très inspirante qui est Claudie Aigneret. J'espère qu'à peu près tout le monde la connaît dans la salle. C'est la première femme astronaute française qui a réalisé 2 missions dans l'espace. Une dans la station Mir, que vous pouvez voir presque là-bas, maintenant il fait nuit, mais qui est à la Cité de l'Espace, que vous pourrez revenir visiter, et une dans l'ISS à ses débuts. Il faut savoir que Claudie Aigneret, elle a été aussi médecin, rhumatologue, chef de projet au CNES, ministre à 2 reprises. Elle est aussi marraine de la Cité de l'Espace, elle a été marraine aussi de bien d'autres lieux scientifiques et spatiaux. C'est une femme passionnante, inspirante, avec un CV magnifique. Et allez, un peu de publicité, on a fait un podcast avec elle. Si vous voulez en découvrir plus sur sa carrière, je vous invite à aller l'écouter. Mais elle a aussi eu la bonté de nous faire un petit message qui vous est adressé pour vous ce soir. Bonjour, alors vous êtes réunis pour le Meet Her in Space. Formidable, parce que vous savez, le spatial, avec de multiples activités, c'est vraiment passionnant. Il y a plein de choses à faire. Alors on a besoin de talents. Et les talents, ils sont là dans toute leur diversité. Et bien évidemment, jeunes filles, jeunes femmes, on a besoin de vos talents pour ces multiples facettes des activités spatiales. On a besoin de techniciennes, d'ingénieurs, de chercheurs, on a besoin de juristes, d'architectes. Enfin, vous allez découvrir tous ces métiers du spatial et vous allez vous rendre compte à quel point ils sont passionnants. Ils donnent des ouvertures sur des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. C'est ça aussi, c'est du merveilleux, c'est du rêve, c'est de la tech, c'est de la science. C'est de l'intelligence et pas seulement artificielle. On attend la vôtre. Alors, jeunes filles, on a besoin de vous. Venez nous rejoindre, c'est passionnant. On peut l'applaudir parce que même si elle n'est pas là, elle est formidable. Mais sans plus attendre, j'aimerais accueillir Agnès Cousin sur scène. Agnès, on peut l'applaudir, s'il vous plaît, qui a 2 masters en géologie et sciences de la Terre et des sciences planétaires, un post-doctorat à Los Alamos où elle a travaillé sur Curiosity, le rover, et sur l'outil ChemCam. Elle est maintenant à l'IRAP où elle travaille sur Persévérance avec l'outil SuperCam. Bienvenue Agnès. Et on accueille également Julie. Julie, on t'invite à venir sur scène. Alors Julie, elle est un peu chez elle parce qu'elle travaille à la Cité de l'Espace. On peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Elle a fait des études en physique fondamentale. Elle travaille donc ici à la Cité de l'Espace, notamment sur des questions d'animation, de conception et de médiation, mais on en reparlera. Bienvenue chez toi, Julie.
Et tout aussi chaleureusement, je vous invite à accueillir Morgane Leca, qui est directrice stratégique et relations publiques chez Astroscale. Elle a fait un master en droit du spatial, elle a travaillé aux régulations étrangères chez Safran, elle a travaillé aussi à la JAXA, l'agence spatiale japonaise, pour ceux qui l'ignorent, et aujourd'hui chez Astroscale. Bienvenue Morgane. Et enfin, on accueille Célia Pelluet. Bienvenue Célia. Qui a un doctorat en photonique, qui a été ingénieur laser optique, qui est passé par un stage à l'ESO et qui a travaillé également à l'Institut d'optique, qui travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur au CNES, mais qui est aussi humoriste et musicienne. Peut-être que vous l'avez vu dans des bars ou dans des stand-up à Toulouse. Elle n'est pas là pour représenter que le stand-up aujourd'hui. Et on est très content de t'avoir avec nous pour compléter cette table ronde. On peut l'applaudir une dernière fois. Alors, vous avez 3 micros devant vous. Comme on vous l'a dit, l'idée c'est qu'on va commencer par des petites questions impossibles, mais ouvertes. Donc n'hésitez pas à apporter vos contributions à toutes les réponses. Une première question, une question pour Célia. Durant tes études, as-tu l'impression que ton genre a conditionné les conseils d'orientation qu'on a pu te donner? Et ça marche aussi pour vous 4. J'ai un temps limité pour répondre et tout, faut que je me dépêche. Il n'y aura pas de petite musique pour te dire de finir ta réponse, t'inquiète. Mon genre m'a pas limité dans le sens où c'est pas parce que je suis une fille que j'aurais pu, je sais pas, paniquer en maths ou quoi. Enfin, disons que c'est pas biologiquement parce que je suis une fille que je paniquais pendant les DS de maths, mais je pense que c'est un peu plus sociologiquement, on va dire. Je pense que ce qui est le plus gros frein quand on est une fille dans ces milieux-là, très masculins, et les milieux un peu, je vais mettre des guillemets là-dessus, mais d'excellence, en gros les milieux où il faut toujours avoir les meilleures notes, on te convainc un peu que pour réussir à avoir le métier que tu veux, il faut que tu aies la meilleure note tout le temps et tout. Dans ces milieux-là, ce qui est difficile, c'est que, en fait, on a souvent la sensation de ne pas être à sa place, soit parce que on est différent des autres, donc on fait partie des seules filles, forcément, on ne se sent pas forcément à sa place, mais aussi parce que, quelque part, on a l'impression, et ça, c'est une impression, c'est vraiment une idée fausse, je veux dire, surtout pour les jeunes qui sont à la salle, que pour faire ces métiers-là, il faut être un génie, sauf que le génie, c'est censé être des garçons dans l'image qu'on a. On pense tous à Einstein, on n'a pas d'image de femme génie, alors qu'il y en a eu beaucoup. Et du coup, quand on est dans les études et qu'on galère et qu'on se dit c'est juste que on pense qu'on n'a juste pas le niveau. Et ça, je le dis pour toutes celles qui vont passer par là. Des fois, vous n'aurez pas le niveau, mais c'est pas grave. Il faut continuer, personne n'a le niveau en fait. Enfin, il n'y en a que quelques-uns, mais on s'en fout. Le but, c'est de continuer malgré tout, accepter l'erreur. Et le problème, c'est que quand on est une fille, on a un peu été éduquée à être tout le temps parfaite, tout le temps bien rangée, ne pas accepter l'erreur. On a un peu l'impression que pour mériter d'être là, il faut qu'on soit tout le temps hyper lisse. Non, vous avez le droit de continuer tête baissée, même si vous êtes nul dans un domaine, parce qu'il y a plein de garçons qui le font. je pense à personne en particulier, mais c'est vrai. Enfin, regardez autour de vous et vous allez voir des garçons de votre âge ou plus âgés qui, même quand ils n'y arrivaient pas, même quand tout le monde leur disait qu'ils étaient nuls, ils y allaient quand même. Des fois, je pense que que nous aussi, les filles, on devrait apprendre, même quand on a des notes pas ouf, même quand on nous dit que franchement, c'est pas fait pour nous, si on veut vraiment y aller, penser comme des garçons qui s'en foutent, quoi. Morgane, Julie, Agnès, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti pendant vos études? Moi, j'étais en droit, donc il y avait pas mal de filles. Donc déjà, disclaimer, je ne suis pas du tout une ingénieure. Donc on y reviendra peut-être, mais il n'y a pas que des métiers d'ingénieur et scientifique, même si je les admire énormément. Et ça reste, en tout cas chez Astroscale, plus de 80% des effectifs. On a aussi des juristes, etc. Mais par contre, moi, j'ai assez fort ressenti deux points que tu as évoqués. Je pense que le premier, c'est la censure et de se sentir pas à sa place. Et le deuxième, tu l'as un petit peu évoqué aussi, c'est les modèles. Pas que dans mes études, aussi encore en ce moment, en tout cas au début de ma carrière surtout. On en parle souvent de ce mot, mais moi, je l'ai vraiment beaucoup ressenti, le syndrome de l'imposteur. Et c'était pas que dû à mon genre, je pense que c'était dû à ma jeunesse aussi. Parce qu'on a eu pas mal
de personnes plus jeunes dans des sociétés du spatial qui a beaucoup évolué. À l'origine, un spatial avec des institutions donc comme le CNES et des grosses sociétés que vous devez connaître ici, Thales, Airbus, etc. Et maintenant, beaucoup de nouvelles sociétés, des petites startups, on appelle ça le New Space, dont je fais partie, et beaucoup plus de personnes plus jeunes, je pense, qui avaient des visions différentes et des parcours différents qui sont montés dans ces sociétés. Donc c'est bien et non, enfin il faut de tout. Moi c'est ça qui a été accueilli dans mon entreprise en tout cas. Mais c'est plus ce côté-là, ce côté légitimité. Est-ce que vraiment je peux être dans cette position-là avec ces personnes-là? Moi j'étais assez intimidée par mes co-directeurs, par mon CEO. J'en parle dans le podcast, je crois, mais qui est vraiment une star japonaise qui a créé une énorme société de débris qui parle extrêmement bien aussi, et surtout hyper intimidée aussi des ingénieurs, notamment ces profils scientifiques à côté de moi. Nous, dans notre cœur de métier, les ingénieurs principaux, ça s'appelle des ingénieurs JNC, donc ils font du Guidance Navigation Control, des approches du docking. C'est des génies. Enfin, vraiment, je ne comprends rien de ce qu'ils font, et pourtant, je travaille avec eux à leur côté. Et il faut de tout pour que la société fonctionne. Il faut évidemment qu'ils soient là, sinon on ne s'attachera jamais à une cible. Vous m'arrêtez s'il y a trop d'acronymes ou de choses que vous ne comprenez pas, parce que nous, vraiment, on fait des satellites qui s'attachent à d'autres satellites pour aller les enlever ou les servicer en une phrase. Mais il faut aussi, évidemment, un directeur financier, une RH, il faut aussi tout mon pôle, donc la stratégie, le business développement, les relations avec les institutions. Donc je pense qu'il ne faut pas se censurer. Donc moi, je vais juste répondre à ta réaction en mode les autres, ils sont des génies, je comprends rien à ce qu'ils disent, mais peut-être qu'eux, ils pensent la même chose de toi. Peut-être qu'ils comprennent rien à ce que tu dis. Hein. Donc il faut se dire aussi voilà, que chacun est bon dans son métier et il faut y aller. Moi, par rapport au modèle scientifique, en effet, donc moi, depuis toujours, j'ai aimé la science, j'ai été attirée par ces domaines-là. Et ce que tu as dit m'a fait penser à quelque chose, un exercice de français en 4e où elle avait juste, la prof nous avait demandé d'écrire qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard, etc. Et puis moi j'avais écrit que je voulais être la première femme française à avoir le prix Nobel. Et puis j'ai cherché et j'ai vu qu'il y en avait quand même une avant. Mais je ne le savais pas. Parce que ça n'avait jamais été dit, et donc du coup j'ai dit je serai la première à en avoir 3. Enfin, bref, bon voilà. Mais c'est vrai, moi c'était juste, il fallait écrire un terme, hein, je ne l'aurais pas, en tout cas pas pour l'instant. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas ces modèles-là. Après moi, ça ne m'a pas gênée de ne pas avoir ces modèles-là. Je me suis jamais dit, comme je ne suis pas un garçon, je ne pourrais pas le faire. Moi, je me suis juste dit, je vais le faire, quoi. Mais oui, ça peut être un manque pour certaines, je ne sais pas. J'aurais une question pour toi, de façon Agnès. Toi qui évolues dans un domaine technique, justement, très scientifique, est-ce que tu as rencontré des difficultés en raison de ton genre? Parce que tu es aussi quand même responsable d'instruments, comme on l'a évoqué, qui sont sur des rovers qui sont sur la planète Mars à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quand même des instruments sur lesquels travaillent des dizaines, centaines, voire des milliers de personnes. Comment ça se passe en tant que femme? Et aussi, tu es arrivée plutôt jeune sur ces postes-là. Comment tu as pris ta place dans un consortium en plus qui est international? Alors, c'est une vaste question. Moi, je pense pas avoir jamais eu des problèmes par rapport au genre. Après, bon, comme Célia le disait tout à l'heure, on n'a pas forcément les bonnes représentations, etc. Ou au collège, ça je l'ai dit tout à l'heure avec les collégiennes, mais effectivement, moi, la conseillère d'orientation, quand je lui ai dit que je voulais faire astrophysicienne, elle m'a dit il n'y a que les génies qui font ça, et je pense qu'elle avait Einstein en blouse blanche en tête, alors que c'est faux. Donc ça, c'est peut-être la seule fois où j'ai réalisé que quelqu'un m'avait dit non, peut-être à cause de mon genre. Mais sinon, même si on voit les représentations que d'hommes scientifiques et tout, je sais pas, peut-être j'habite dans une bulle, ça m'a jamais impacté. Du coup, je fonce, et puis s'il y en a que ça plaît pas, je m'en fiche, mais vraiment royalement. Après, prendre la position que j'ai maintenant, parce que je suis la responsable de l'instrument Supercam, ça, je le dois à Sylvestre, donc Sylvestre Maurice qui était le responsable avant, c'est lui qui a imaginé l'instrument et qui était le chef de projet côté science, etc. Et
en fait, il m'a fait confiance et donc ça, je lui dois tout ça. Après, c'est lui qui m'a formée depuis le début parce que j'ai fait ma thèse avec lui. Après, comment j'ai pris le poste? Est-ce que j'ai eu des soucis? Ben non. Alors, le syndrome de l'imposteur, quand même, 1000%. Hein. Mais parce que dans l'équipe française, alors maintenant, je suis plus la plus jeune. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi, dont certains qui étaient mes profs en M2. Donc quand même, ça... Après, c'est une position où moi, je ne suis pas la chef de l'équipe scientifique, quoi, hein. Je suis là pour les aider, pour les guider quand il y a besoin, résoudre des conflits, mais je ne suis pas non plus leur chef hiérarchique. Donc déjà, je pense que ça aide. Mais en tout cas, dans l'équipe, tout le monde m'a accueilli... tout le monde a accepté ce changement de position avec beaucoup de plaisir, quoi. Donc, pas de souci. Morgane, toi qui travailles dans une entreprise qui est internationale avec plusieurs succursales, si je puis dire, est-ce que tu as eu l'impression que la place des femmes a évolué plus ou moins vite dans les autres pays par rapport à la France? C'est une bonne question. On a des filiales au Japon, aux États-Unis, en Angleterre. Alors au Japon, on a des femmes, moi j'ai des homologues, notamment au niveau côté policier et la vice-présidente, mais il y a quand même beaucoup moins de femmes, mais c'est dû à plein je pense, de mécanismes culturels, notamment liés aussi à leur fonctionnement du congé maternité, etc. Mais on en a certaines. Aux États-Unis, j'ai trouvé plus de rôle modèles et de femmes qui étaient présentes. Moi, dans ma société, je travaillais avec une directrice policier aux États-Unis qui est devenue la numéro 3 de la NASA avant qu'elle se fasse virer par Trump. C'était l'ancienne administration. Et donc, on a récupéré sa remplaçante qui travaillait, elle, avec Biden, juste avant qu'il se fasse aussi remplacer par Trump. C'est des femmes incroyables, tellement inspirantes. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais. C'est pas que des rôles modèles type Marie Curie ou Einstein. Moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est des personnes, des femmes ou des hommes, mais de voir des femmes, ça aide quand même, qui nous donnent notre chance, qui nous soutiennent, pour lequel notre genre ou notre âge, c'est pas un problème, tant que le travail est fait, que c'est intelligent, stimulant. Moi, j'ai eu la chance, quand j'avais vraiment ce très fort syndrome de l'imposteur, d'avoir une manager absolument merveilleuse. J'avais besoin que tous les jours, je ne lui ai pas dit, hein, mais elle me disait « Merci pour ton travail, c'est bien ». En fait, ça m'a tellement apporté. Je ne lui avais pas demandé de me le dire, mais vraiment, j'en avais besoin pendant au moins 6 mois, 1 an. Et c'est vrai qu'elle est partie et du coup, je l'ai remplacée. C'est devenu une de mes meilleures amies qui travaille à Los Angeles. Mais pour moi, ça, c'est fondamental. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes équipes, même de différentes nationalités, le plus possible. Vraiment de les accompagner, être transparent avec eux, mais aussi les remercier. Qu'on soit un homme ou une femme, je pense que ça ne change pas. Mais je remarque, moi, j'en ai plus besoin en tant que femme. Et souvent, mes collaboratrices féminines en ont plus besoin aussi. Et tu parlais de rôle modèle, et là c'est plutôt une question pour Julie. Dans le cadre de la médiation, est-ce que tu observes une différence de traitement des rôles modèles masculins et féminins? Et aujourd'hui, comment vous, à la Cité de l'Espace par exemple, vous les mobilisez pour essayer de peut-être sensibiliser aussi sur le fait que oui, il y a quand même eu des génies féminins, bien entendu, mais que peut-être pendant longtemps, ils n'ont pas été assez mis en avant? Alors là, il y a plusieurs questions. Comme souvent. Je vais essayer de commencer par le début. Donc nous, vous l'avez dit au début, on a de la chance, la marraine de la Cité de l'Espace, c'est Claudie Aigneret, donc la première astronaute française. Et elle joue vraiment son rôle, c'est-à-dire qu'elle vient régulièrement ici à la Cité de l'Espace, elle vient régulièrement discuter avec le public lors d'événements. Donc elle est vraiment présente, autant pour les scolaires que pour le grand public. Donc c'est déjà une figure que l'on montre à tout le monde. Après, nous, les figures, ça va être surtout les astronautes qui viennent. Eux, ils viennent régulièrement. On n'a pas que Thomas Pesquet, hein. Je ne sais pas si vous le savez. Mais donc maintenant, il y a Sophie Adenau qui est en effet dans l'espace. Mais avant Thomas Pesquet, il y en avait d'autres. Ils sont 11 maintenant en tout. Et les 11, ils viennent régulièrement à la Cité de l'Espace discuter avec le public. Alors oui, parmi les 11, il n'y a que 2 femmes. Donc on est obligé de jongler. Mais comme Claudie vient régulièrement, je pense qu'on a quand même le visage féminin de l'astronaute qui est en effet multicasquette. Elle a fait énormément de choses dans sa vie.
Donc ça, on le traite, je pense, assez bien. Et après, nous, quoi qu'il arrive, on va être lié à l'actualité. Donc si l'actualité, c'est de parler de Thomas Pesquet, on va parler forcément de Thomas Pesquet. Et si en ce moment, il faut parler de Sophie Adorno, on va forcément parler de Sophie Adorno. Donc on va être lié aux figures actuelles. On ne va pas choisir, en fait, la figure. Et après, on a d'autres figures qui viennent régulièrement. Des figures plus de chercheurs, d'ingénieurs. Donc, on a fait un terrain martien avec des robots qui sont à l'identique des robots qui sont sur Mars. Et donc, on a des chercheurs qui viennent nous voir. Donc, tu en fais partie. Et puis, on appelle un peu tout le monde. Et là, ça va être autant des garçons que des filles. Et puis, de toute façon, même dans votre équipe, vous faites souvent attention à ça, à venir à plusieurs. Et oui, mais bon, voilà. Vous venez, en tout cas, tu viens, du coup. Et donc, ouais, on essaye de les appeler. Je pense que naturellement, on appellera autant des chercheurs que des chercheuses. Et ça va être la personne qui va s'occuper du projet de toute façon que l'on va appeler. Et après, on va les mettre en contact avec tout le monde. Et après, pour le traitement des figures anciennes, c'est ça ? Des figures oui, historiques aussi, qu'on a pu éventuellement mettre en avant pendant un long moment. Ouais. Donc à la Cité de l'Espace, en ce moment, je crois qu'on ne les traite plus vraiment. On est vraiment sur l'actualité. Mais il y a eu une période où on les traitait beaucoup plus. Et en effet, par contre, c'était les figures classiques, très masculines. Voilà, donc nous, on est vraiment liés à l'actualité. Mais on fait attention quand même à appeler autant des femmes que des hommes. Une question ouverte pour toutes les quatre. Vous travaillez dans des structures différentes, privées, publiques, à des niveaux différents, à des métiers différents. Pour vous, c'est quoi les bénéfices de la parité dans les milieux scientifiques et techniques ? Des blagues moins lourdes au café. Non, je dis ça en rigolant, mais en vrai, c'est un peu vrai. L'ambiance de travail, elle est importante. Je pense que... alors, je ne connais pas les milieux très féminins, mais par contre, du coup, je connais un peu les milieux très masculins. Il peut y avoir une dynamique qui se met en place. Ils se rendent même pas... Ils peuvent ne pas se rendre compte qu'en fait, ils sont dans une dynamique qui est un petit peu excluante des femmes. Avec, ça peut arriver, des blagues un peu déplacées ou une façon de... là, c'est une question de comment on est sociabilisés, les hommes et les femmes, mais ils vont avoir tendance à plus couper la parole, plus prendre de la place, etc. Et donc, quand on se retrouve en minorité dans ce contexte-là, c'est pas forcément très agréable. Et ça, ça se voit assez vite. Moi, je l'ai vu juste à l'échelle de mon école d'ingénieur. On était sur le plateau de Saclay, dans une école qui s'appelait Supoptique, et nous, on avait 30% de filles. Ce qui, pour une école d'ingénieur, était un super score. Et à côté, on avait Polytechnique et Supélec, où ils étaient à 10-15% de filles. Les soirées, c'était pas les mêmes ambiances. Vraiment, il y a vraiment une vraie qualité de vie au travail, dans les études, qui est, je pense que vous serez d'accord avec moi, améliorée quand on est dans des milieux qui sont plus paritaires. Et ça compte pour le genre, mais ça compte pour les autres formes aussi de discrimination. Hein. Je pense que ça améliore le travail de tout le monde. Et dans le travail scientifique même, j'irais même plus loin, et c'est même pas moi qui vais plus loin, il y a vraiment des études sociologiques qui l'ont montré. Mais à cause de notre éducation un peu différente, comme c'est le cas aujourd'hui entre les hommes et les femmes, notre approche de la démarche scientifique et notamment du doute, on a parlé beaucoup de syndrome de l'imposteur. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, quand on fait des sciences, ça devrait être notre meilleur pote. On devrait tout le temps se sentir imposteur quand on fait des sciences parce que on sait rien. Enfin, on est vraiment toujours en train de découvrir des choses. Et donc, je dis pas que les hommes ne l'ont pas du tout. Hein. Je connais beaucoup d'hommes qui l'ont, et notamment chez les chercheurs. Il y a cet effet où plus on en apprend, plus on doute de soi-même. Mais je pense que justement, dans des équipes plus paritaires, ça peut permettre aussi de bénéficier de ces doutes que les filles ont, de bénéficier de cette remise en question un peu... on parle beaucoup d'empowerment féminin, de vouloir faire adopter aux femmes les codes masculins, en fait, les codes de réussite masculins, avec justement cette tendance à être très sûr de soi, à fake it till you make it, comme disent les Américains. On parle beaucoup de ça, mais je trouve qu'on ne parle pas assez du depowerment masculin. Mais en tout cas, de trouver un point d'équilibre entre peut-être ce trop manque de confiance en nous qu'on a dans l'éducation des filles, et puis ce trop confiance en eux qu'il y a parfois dans l'éducation. En tout cas, on les pousse, on les valorise s'ils sont comme ça, les garçons, donc ils vont tendance à le faire. Et donc, je pense que être dans des milieux paritaires, ça peut permettre de trouver cette espèce de point d'équilibre où on peut bénéficier un peu des avantages de la sociabilisation féminine, puis un peu des avantages de la sociabilisation masculine,
et travailler ensemble vers des choses un peu plus réelles, quoi. Je confirme qu'en effet, plus ça va être partagé vers une mixité, mieux ce sera, mais il faudra aussi que ça soit le cas dans les entreprises où actuellement il y a plus de femmes. Il faudra rééquilibrer ça aussi, donc, parce que ça sera automatique. Et donc, il faudra faire. Là, on fait le travail pour dire les sciences, c'est bien pour tout le monde et aussi pour les filles, mais il faudra aussi dire aux garçons faire autre chose. C'est bien aussi pour vous, les garçons. Voilà. Il y a plein d'autres métiers qui sont tellement plus féminins actuellement et qui peuvent très bien intéresser les garçons, et il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et ça rééquilibrera, et quoi qu'il arrive, moi, dans mes études, il y a eu souvent beaucoup plus de garçons, et ça s'est bien passé, puisqu'on n'était pas non plus juste 2 filles avec 80 garçons, c'était en effet 30%, c'était à peu près ça. Mais quand il n'y a que des garçons ou qu'il n'y a que des filles, c'est pas équilibré, ça marche pas. Donc il faut rééquilibrer dans tous les milieux. Donc je confirme ce que tu dis. Et une question plutôt sur vos parcours, parce que vous évoluez dans le domaine spatial toutes, mais sur des disciplines parfois ou des activités professionnelles différentes. Mais est-ce que vous, d'après votre expérience, c'est vraiment très personnel, vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose qui vous a aidé à rentrer dans le domaine spatial? Est-ce que vous diriez qu'il y a pas forcément des prérequis, mais des choses qui peuvent permettre plus facilement d'intégrer ce domaine qui est vu par certains et certaines comme très fermé, ou voilà, une niche dans laquelle il est parfois difficile, même si on est passionné, de rentrer? Alors moi, je vais surtout répondre l'entourage. Mon entourage, il ne m'a jamais dit non, c'est pas possible. À chaque fois que je parlais de science, on parlait de science avec moi, ou je saoulais les gens plutôt. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, on ne m'a jamais empêché de parler de science, de ce que j'aimais, et les personnes ne m'ont jamais dit non. Alors, elles ne m'ont jamais, je pense, plus poussée vers un endroit qu'un autre, mais elles m'ont laissé faire mes choix et avancer vers là où je voulais. Donc, en effet, je pense que, en tout cas, moi, c'est plus l'entourage. Vous en avez parlé, toi aussi tu en as parlé, plus avec des gens qui tendent la main aussi, qui vont nous aider. Donc ça va être les rencontres, l'entourage, les opportunités, et ne pas se dire non, en effet. Voilà, faut y aller. Ouais, moi j'allais dire aussi un peu les coups de bol aussi. Parce qu'en fait, ça dépend des gens qu'on rencontre dans la vie, hein. Enfin, à la fin, moi je savais que je voulais faire à peu près des sciences, mais le spatial, je pensais pas du tout que c'était accessible. Je venais d'un petit village. Tu disais toi aussi tout à l'heure que tu venais d'un petit village. On n'a pas, enfin, dans ma famille, il n'y avait pas d'ingénieur en aérospatial. Je savais même pas que c'était un vrai métier. Mais, mais oui, donc tu rencontres des gens et tu as parlé de tendre la main. Et du coup, c'est aussi un message pour tous les gens ici qui travaillent peut-être déjà dans le domaine. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est hyper important. Moi, j'ai fait des stages dans mon cursus qui m'ont permis de rentrer du coup dans ces milieux-là, alors que je connaissais personne, parce qu'il y a des gens qui étaient assez sympas et assez passionnés pour vouloir transmettre à qui voulait bien l'entendre finalement que les sciences c'était passionnant. Et ça, c'est quand même hyper important. Et malheureusement, ça repose encore trop souvent sur de la chance. Mais vraiment, c'est important pour les gens qui sont installés dans ces milieux-là de tendre la main, comme tu disais, vers les prochains, ouvrir la porte pour les prochaines, notamment quand on a envie de féminiser ce milieu-là. Mais ouais, franchement, c'est hyper déterminant, quoi. On n'arrive pas là par hasard ou par simple passion dans son cœur, tout seul contre vents et marées, quoi. Oui, je vais juste rebondir sur... tu disais ouvrir la porte. Moi, je pense que c'est vraiment l'étape d'avant, juste pousser la porte, en fait. Parce que moi, je viens pas du scientifique. Du coup, j'ai découvert le spatial par le droit spatial. À la base, le droit aérien, qui était couplé au droit spatial, parce que c'est vraiment des niches. Et donc, je sais pas s'il y a des juristes ou des avocats, mais un monde quand même beaucoup plus fermé que le spatial et beaucoup moins accueillant. Je trouvais ça assez strict, monsieur le professeur, etc. Et donc, je suis arrivée dans le spatial par le droit. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde de fou où les gens sont hyper sympas, tout le monde se tutoie, c'est anecdotique, mais quand même. Tout le monde est passionné, passionnant. Et en fait, j'allais à des conférences toutes jeunes. Il y avait le directeur de la NASA, il était ouais, super, parle à un tel, alors que vraiment, le professeur de droit, fallait pas l'approcher à 10 mètres. Donc, je pense qu'il faut vraiment pousser la porte. Les gens, ils sont hyper accueillants. Enfin, moi, j'ai été
hyper bien accueillis et je vois il y a beaucoup d'associations de jeunes du spatial. Donc ça, c'est peut-être le deuxième conseil. Quand on vient pas du spatial, déjà quand on est jeune, mais aussi j'en connais plein qui se sont reconvertis ou alors qui sont comptables dans une société et qui veulent être comptables dans une société spatiale, ce qui est aussi une façon d'accéder au spatial. On a une culture d'entreprise très forte, donc en fait, on embarque tout le monde. Et moi, quand je travaillais dans ma société, ça m'a un peu surpris et c'est ce qui m'a aussi attirée. C'est que vraiment tout le monde, de la secrétaire à la RH ou au directeur financier, était passionné par notre mission, qui est quand même de sauver le monde des débris spatiaux à la base, même si maintenant on fait plutôt des missions de défense institutionnelle. Donc vraiment, tout le monde écoutait ces speeches, mais pas que les scientifiques, vraiment tous les métiers. Et donc juste pour revenir sur les assos, moi, je me suis orientée vers notamment une, mais il y en a beaucoup. Il y en a une en France qui s'appelle Astre, qui a été créée par plusieurs jeunes, plutôt Sciences Po, mais il y a tous les profils, qui organisent des conférences et des choses comme ça, des groupes de travail qui font des rapports. Et moi, j'étais dans le Space Generation Advisory Council, qui est une association rattachée aux Nations Unies. Je crois que c'est plus de 35 000 personnes. Et j'avais des collaborateurs, des collègues volontaires, on était tous volontaires, mais en Inde, aux États-Unis, en Roumanie, et on faisait des rapports, on peut monter, et c'est comme ça que je me suis fait aussi un réseau, des constructions, on peut monter en compétences. Il y a des groupes de droit commercial space, exploration spatiale, il y a forcément un groupe de droit spatial aussi, mais donc on peut vraiment monter en compétences là-dessus sur un temps volontaire en fait. Il y en a plein d'autres, je pense, des assos. Donc n'hésitez pas à aller voir, elles organisent des événements, elles ont des bourses pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas investir qui peuvent pas et qui ont vraiment de l'accompagnement, des mentorats aussi. Moi, j'ai pas fait de programme de mentorat, mais j'en ai déjà parlé. Trouver des personnes qui peuvent être un peu vos ressources mentors. Et je pense que vous avez toutes des sollicitations. Moi, j'en ai pas mal sur LinkedIn. Et comme j'ai vécu ça, je réponds toujours, en fait. Donc, si on m'envoie un message, même pour me demander, c'est plutôt des personnes qui cherchent des formations ou du travail, mais juste répondre 10 minutes. Enfin, moi, dans le secteur spatial, on m'a toujours répondu. Donc, je pense que ça fait peur, mais en fait, c'est l'inverse de plein de secteurs. C'est assez ouvert et les gens sont, je trouve, quand même assez bienveillants. Et moi, pour boucler la boucle, je pense que c'est un peu une combinaison de tout. L'entourage qui laisse faire. Il faut quand même, je pense, enfoncer certaines portes et prendre les opportunités. Moi, dans mon cas, ma famille m'a laissé pareil, je pense que je l'ai saoulé pas mal. Voilà, ils m'ont pas refusé les études que je voulais faire, même après le bac. Après, j'ai bifurqué. Ils ont accepté mon choix. Et après, quand j'ai voulu rentrer dans le master de planétologie, j'avais peut-être un peu de mal à expliquer vraiment ce que je voulais faire au responsable pendant l'entretien. Et donc, lui, il m'a proposé un stage. Il dit, est-ce que c'est ce genre de choses que tu aimerais faire ? Et je fais, ouais, grave. Et c'est même lui, après, pendant le master, et pourtant, on était 4 dans ma promo, on n'était pas beaucoup, mais j'étais loin d'être la meilleure. Mais il avait bien compris ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait. Et c'est lui qui m'a dit, mais postule à la thèse à Toulouse sur l'instrument ChemCam de Curiosity, je suis sûre que ça te plairait et tout. Et en fait, là, c'est lui qui m'a tendu la main. Il m'a limite forcé à postuler parce que sur l'annonce, il y avait marqué, on cherche un physicien. Moi, je suis géologue. Du coup, je voulais pas postuler parce qu'en plus, voilà quoi, physique, maths, c'était pas mon truc. Et en fait, donc lui, il m'a vraiment tendu la main pour ça. Mais il faut quand même enfoncer peut-être un petit peu certaines portes au début, dans le sens où il faut explorer notre passion, notre idée dans un premier temps. Déjà, peut-être aussi pour montrer que c'est vraiment ce qui nous intéresse, pour que l'entourage suive aussi, quoi. Tu avais évoqué, Célia, disons sur un petit point un peu de sensibilisation, mais les blagues lourdes au moment de la pause café de la part de certains mecs. Pareil, un petit tour de table sur... Selon vous, est-ce qu'il y a encore des clichés persistants sur les femmes dans les sciences, dans le spatial ? Et est-ce qu'il y a un petit coup de gueule que vous voudriez passer sur les choses que vous voudriez qu'on arrête de vous dire ou d'entendre ou de faire ? Qu'on arrête de nous demander si à cause de notre genre, c'est difficile de faire des sciences. Non, je rigole. Non, parce que justement, c'est le sujet. Le truc, c'est que
des clichés persistants. Il n'y a plus maintenant de personne qui va te dire clairement, de toute façon, les femmes, elles sont nulles en maths. Enfin, on va plus te le dire texto comme ça, même s'il y a une époque, c'est quelque chose qui a été dit. Il y a même des scientifiques qui s'attelaient à démontrer ça. Donc vraiment, des gens qui avaient du temps à perdre. Mais aujourd'hui, c'est plus des... Je pense que c'est plus des biais. C'est vraiment important, la notion de biais, je pense, pour comprendre ça, dans le sens où il y a la réalité telle qu'elle est, puis en fait, on la voit avec un léger décalage, et ce décalage, ce biais, il est dû à tout l'imaginaire qu'on a, qui est fait par toute la pop culture, par notre éducation, par l'école, etc. Et dans cette pop culture, on a des clichés sur les femmes, à plein de titres et sur plein d'autres choses, et du coup, on se rend même pas compte qu'on a une vision biaisée, et que par exemple, quand on va parler... typiquement, ça se fait dans les salons d'entreprise ou bien dans les événements de networking scientifique où en fait, si tu parles à un homme et tu parles à une femme, si, par exemple, ça va être encore plus marqué s'il est en chemise et qu'elle est en robe, voilà. Et il y a un truc dans ta tête, mais même en tant que femme, quand on parle à des femmes, où inconsciemment, on se dit presque, le gars va être plus... probablement plus intéressant ou en tout cas plus sur le sujet scientifique, je vais plus lui faire confiance à lui. Et on s'en veut de penser ça quand on s'en rend compte, mais en fait, malheureusement, c'est là, on n'y peut rien, on a vu ces images depuis qu'on est tout petit. Donc c'est plus ça qui, des fois, on se rend compte qu'au quotidien, ça vient teinter un peu la façon dont on interagit avec les collègues, la façon dont on risque peut-être de sous-estimer du coup les compétences de quelqu'un qu'on a en face, ou au contraire, de surestimer. Moi, je l'ai vécu quand j'allais visiter des labos à l'étranger, et que je visitais, je me rappelle, avec un gars en chemise qui était plutôt un mec de l'organisation d'un organisme de financement. Donc un gars qui avait un profil très Sciences Po, pas du tout scientifique. Et moi qui visitais, je venais de faire une thèse dans le domaine du labo qu'on me faisait visiter. Et à chaque fois que je passais sur une manip, tous les doctorants et tous les chercheurs s'adressaient aux mecs pour leur expliquer la manip. Et en fait, je les comprends parce que peut-être j'aurais fait pareil si j'étais à leur place. Et c'est ça, les trucs persistants, c'est tout ce qui n'est pas dit, clairement, mais qu'on fait sans s'en rendre compte. Et ça c'est je pense que ce qui est important, c'est juste de savoir qu'on a ces biais, ne pas les nier, pas faire semblant qu'il n'y a pas de différence. Ça existe, les biais. Et du coup, quand on le sait, c'est comme en physique. Quand on fait une mesure et qu'on sait qu'il y a un biais, on mesure à quel point il y a un biais et on corrige le biais. Donc d'abord, il faut mesurer. On sait qu'il y a des clichés qui existent. Ensuite, on voit dans la pratique, ah tiens, j'aurais tendance à faire ça, et je corrige et je fais attention à ce que je fais avant de commettre un impair. Voilà. Moi, juste pour donner une vision différente, je suis dans une société un peu plus gros qu'une start-up, mais on va dire une start-up, pas mal de jeunes ingénieurs, et j'ai pas du tout cette ambiance-là. J'ai pas du tout de blagues. Et on a des ingénieurs assez divers, européens, mais donc espagnols, italiens, bretons, faut le souligner. On a un groupe de Bretagne. C'est une vraie nationalité. C'est un autre débat. Mais voilà. Et donc, on n'a pas du tout ça. Franchement, on a vraiment... Et après, on a aussi choisi les gens avec qui on travaillait parce que, un, ils étaient brillants, et deux, parce qu'ils étaient sympas et ils fitaient un peu la culture d'entreprise, qui est justement cette ambiance. Donc, ouais, c'est différent, je pense, d'une grosse organisation. Vous êtes déjà 2000, 3000, 4000. Nous, on est parti de 2, et là, on est 30, 40. Donc, on choisit aussi des personnes, même si elles sont plus âgées. Et d'ailleurs, les personnes plus âgées, entre guillemets, avec qui je travaille, qui viennent de ces cultures-là, qui viennent de ces grands groupes-là, je pense qu'ils sont aussi venus dans cette société pour ça. Et donc, souvent, on me disait « Ah, tu vas avoir un directeur, ce sera un vieil homme blanc de 60 ans. » C'est le cas, et il est incroyable. Vraiment. Sur le papier, c'est le cas, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui, justement, et les autres aussi dans l'entreprise, ça n'a jamais été un sujet. Il n'y a jamais eu, évidemment, de remarques déplacées, mais en plus, c'est de l'encouragement de « Ah, toi, tu sais mieux dans ce domaine-là, donc vas-y, fais-le, parle à ma place. » Et pourtant, ils viennent de ce genre de structure. Je nommerai pas les sociétés, du coup, mais vous les imaginez. Donc oui, ça existe aussi. Je pense qu'il y a quand même ce changement de génération et de mentalité qui est important à souligner. Je dis juste vite fait qu'au CNES, les gens sont très sympas. Attention. C'est vrai, en plus. L'expérience dont j'ai parlé, c'était précédemment dans des laboratoires que je ne nommerai pas à l'étranger. Voilà. Non, moi, je voulais juste aussi rebondir.
nous, au laboratoire, je trouve que les gens, ils essayent de corriger ce biais aussi. Alors, bien sûr, on fait des vieilles blagues pourries, mais moi, je pense que pour ça, je fais partie du biais. Et je pense que peu importe le genre, on peut faire des blagues pourries si tout le monde les accepte. Donc, bien sûr, faut connaître les gens autour avant de les sortir. Mais même dans l'équipe, ils essayent de corriger ce biais. Ou par exemple, moi, ils me poussent des fois à faire certains trucs. Alors, je me dis, bah non, toi, t'es plus ancien ou t'as plus de responsabilités que moi encore, donc c'est peut-être plus à toi de le faire. Et il me dit, bah non, là, pour le coup, c'est toi qui as plus de billes pour le faire, donc vas-y, quoi. Et ils essayent vraiment, ils sont vraiment top pour ça. Moi, j'ai beau réfléchir là, pendant que tout le monde parlait. Comme je ne travaille pas directement dans un labo ou avec les chercheurs et que je ne fais que les inviter ou les recevoir ici, j'arrive pas à trop imaginer quel cliché il peut y avoir, mais moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Est-ce que vous avez un cliché persistant, là, que vous aimeriez en discuter avec nous? Ouais. Est-ce que vous avez un cliché sur les femmes scientifiques, elles font ça? Moi-même, j'arrive pas à trop... non, quand je dis vous, c'est vous là. Hein. Boîte dure. Non, donc apparemment, il n'y a pas vraiment de cliché. Hein. Non? Ouais, vous n'avez pas une idée? Parce que moi-même, comme je ne l'ai pas vécu, donc je vous ai écouté, en effet, je comprends ce biais, etc. Mais les clichés classiques, je ne les avais pas trop en tête, moi-même. Par applaudissement. Qui a déjà regardé Big Bang Theory, ici, la série? Ressemble à quoi les filles qui font de la science dans Big Bang Theory? Voilà, c'est QFD. Non, mais c'est vrai que, par exemple, dans la pop culture, la figure de la femme scientifique, c'est une femme bizarre. Alors, l'homme scientifique est bizarre aussi dans la pop culture, c'est très important, quand même. Mais par exemple, l'homme ingénieur, le machin peut être associé à une réussite dans les films d'action. Le mec, il est à la commande du vaisseau, il va faire les études et tout. Récemment, ça s'est amélioré, l'image des femmes scientifiques dans les films. En réalité, vraiment, voilà. Mais moi, je me rappelle quand j'étais enfant, par exemple, on n'avait pas d'image à part, alors là, pour référence obscure, La Cour de récré, le dessin animé. Peut-être pas. Ah, si. Voilà, bon. Et ben, la femme scientifique, elle avait des grandes dents et elle était pas, c'était pas le canon du groupe. Mais c'était la seule image. Je la trouvais trop stylée parce que du coup, elle faisait des trucs trop cool. Et après, il y avait James Bond qui arrive avec GoldenEye, Natalia, la codeuse russe, trop stylée, qui est une James Bond girl. Hein, donc merci le sexisme. Et en fait, tu as quelques images comme ça qui te viennent en tête, mais c'est encore une fois soit un extrême, c'est-à-dire très très moche, soit un autre extrême, c'est-à-dire très très belle. Et en fait, t'as pas de normes de neutre. Tu croises pas dans les films, dans la pop culture, de personnes neutres scientifiques, alors que les mecs sont souvent des neutres scientifiques. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire sur l'image, les clichés qu'on peut avoir. Malheureusement, la pop culture nous en a un petit peu inculqué pas mal, quoi. Et du coup, avant de passer aux questions du public, est-ce que, à tour de rôle, vous auriez un conseil à donner à celles, mais aussi à ceux qui voudraient se lancer dans le spatial, mais qui s'estiment pas légitimes, et notamment aux femmes qui pensent encore que c'est pas leur place? Je l'ai déjà dit, je pense que c'est vraiment d'oser pousser la porte et de poser des questions aux gens qui y sont. Je pense que franchement, moi, mon expérience, c'est un secteur assez bienveillant et justement qui a envie d'encourager les jeunes hommes et les jeunes femmes à rentrer. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions et aussi à faire le travail, si ça vous intéresse vraiment, de rejoindre des associations, de vous intéresser aux actualités. Et c'est vraiment comme ça qu'on rentre dans le secteur, je pense. C'est pas valable que pour les jeunes, d'ailleurs, ceux qui veulent se reconvertir. Enfin, encore une fois, moi, j'en connais beaucoup. Et vraiment, il y a des universités d'été du spatial, il y a des cours, des MOOC, et juste en suivant l'actualité, j'ai fait une discussion avec un diplomate ce midi, et c'était le cas. Et en fait, il connaissait plein de choses, il connaissait super bien la société, mieux que plein de personnes à qui je vais présenter qui sont censés connaître, parce qu'en fait, il avait une curiosité, donc vraiment, poussez la porte et soyez curieux si ça vous intéresse. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et aussi suivez aussi votre propre chemin, quoi. Si vous avez une passion, par exemple le spatial, si vous aimez le spatial, que ça vous intéresse et que vos profs ou autour de vous, on vous dit ah non, t'es sûr, c'est compliqué, c'est un domaine masculin, ils vont t'en faire voir de toutes les couleurs, machin.
Mais ça, il ne faut pas les écouter. C'est même pas un sujet, comme on dit de nos jours. Suivez ce que vous voulez faire. Et si vous avez un objectif lointain, en fait, il n'y a pas de meilleur chemin pour arriver à ce que vous voulez faire. Il faut suivre la route aussi dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Parce qu'au final, peu importe le cursus, même s'il n'est pas tout droit, même s'il y a quelques petits virages, au contraire, ça vous apporte des bagages supplémentaires pour avoir les bonnes compétences qui vont bien au bout. Donc moi je dis vous foncez, vous fichez un peu de ce qu'on vous dit autour, à partir du moment où bien sûr vous avez quand même un minimum les compétences requises pour les concours, etc. Mais et il faut pas vraiment, faut s'affranchir des discours, des biais peut-être, et vous foncez, quoi. Il faut pas se bloquer sur ces choses-là, quoi. Je rebondir sur ce que tu disais, parce que c'était un message que je voulais faire passer. Ce que tu as dit, suivez ce que vous aimez faire, parce que vous n'avez pas besoin d'aimer les maths et la physique, comme c'est mon cas, pour arriver dans le spatial. Si vous aimez la finance, si vous aimez le droit, je trouve qu'on dit toujours trouver votre voie. Moi, ça a été un peu un parcours sinueux, peut-être ouais, vous aussi. Et donc, vous voyez ce qui vous fait plaisir, dans lequel vous êtes peut-être bon, ou en tout cas, même si vous n'êtes pas bon, vous avez envie de travailler dedans. Et si vraiment c'est le spatial, le but ultime, vous pouvez arriver par 1000 voies. Encore une fois, si vous voulez être dans les ressources humaines, on a besoin de RH dans le spatial. Donc, vous n'allez pas travailler sur les instruments scientifiques, mais vous serez au contact d'ingénieurs, vous serez inclus dans la société, dans l'institution. Pareil pour les finances. Donc, ne vous censurez pas. Surtout si vous n'aimez pas les maths. Et je vous invite à ne pas vous censurer aussi et à poser vos questions que vous auriez pour une ou toutes les intervenantes. On va rallumer les lumières déjà pour vous voir un peu mieux. Désolé pour les yeux. C'est à vous la parole. On a un micro à vous faire passer, donc n'hésitez pas si vous avez une question. Si besoin, il nous en reste plein, hein, mais le but c'est aussi que vous puissiez les poser. Donc levez la main pour celles et ceux qui auraient une première question. Et Thomas Accourt. Moi, j'avais une question sur est-ce que vous avez pu voir une différence sur je ne sais pas comment l'expliquer, mais la façon dont vous êtes perçue en tant que femme entre l'entreprise, donc l'industrie, et la recherche? Moi, je suis un peu entre les deux parce que le CNES, c'est un peu justement entre la recherche et l'entreprise. Donc, je vais essayer de répondre. Puis surtout, j'ai fait ma thèse dans un labo de recherche et ensuite, je suis partie du coup au CNES. Comme ça, instinctivement, je dirais que c'est deux cultures quand même assez différentes, la culture de la recherche et la culture de l'entreprise. Je pense qu'une des différences, c'est que dans les cultures d'entreprise, alors c'est pas tout à fait vrai au CNES, mais il y a des hiérarchies et vraiment des structures d'entreprise. Alors c'est peut-être pas pareil dans les plus petites entreprises pour le coup, mais si on prend les boîtes traditionnelles, etc., il y a des chemins de carrière à suivre, entre guillemets. Il y a un peu un script de carrière à suivre qui va être, tu vas rentrer, par exemple, ingénieur sur un boulot plus technique, puis après tu vas monter, faire des choses plus managériales, puis après prendre en responsabilité, etc. Et tu as une sorte d'escalator de la carrière à suivre. Et cet escalator, il va bien sûr déterminer ton salaire, etc. Et je pense que c'est là que ça peut être un peu plus compliqué quand tu es une femme, c'est que cet escalator-là ne prend pas trop en compte la vie, tout simplement. Et aujourd'hui, la charge de la parentalité n'est pas répartie équitablement entre les hommes et les femmes. Ça, c'est des réalités statistiques. Même la charge même sans enfants, la charge du foyer n'est déjà pas répartie équitablement, malheureusement. Du coup, dans les entreprises où il y a cette structure très stricte pour monter, ça peut être un vrai frein de faire des enfants, etc. Là où, quand on est dans une boîte, par exemple comme le CNES, où c'est beaucoup moins hiérarchisé, dans le sens où on est beaucoup moins amené à devoir monter justement des échelons, etc., ça se prête déjà beaucoup plus à une parité, et on voit moins d'inégalités qui se créent au moment d'avoir des enfants entre les hommes et les femmes, parce que globalement, ça s'organise différemment. Pour la recherche, je ne répondrai pas parce que je n'ai pas vécu cette période de devoir gérer, faire sa carrière et faire famille, mais je ne sais pas. Alors en laboratoire, donc pareil, quand on est chercheur, il y a des échelons à gravir, etc., qui vont régler un peu le salaire, les responsabilités qu'on peut avoir, quoique moi je suis l'échelon le plus bas et j'ai les responsabilités. Mais après, même un chercheur qui a un échelon très élevé,
il n'y a pas l'aspect hiérarchique qu'il peut y avoir dans une entreprise privée. Donc, peu importe l'échelon des uns et des autres, et quand on est une femme ou un homme, les échelons... en fait, je suis assez nulle en administratif et trucs comme ça. Enfin, ça m'intéresse pas. Je suis pas carriériste, on va dire, et je sais même pas comment on fait. Enfin, les échelons, ça passe automatiquement avec l'année, mais pour changer de rang, je sais même pas trop comment il faut faire ces histoires de concours et tout. Tout ce que je sais, donc moi, j'appartiens au corps des astronomes, au corps national des astronomes et des physiciens. C'est un tout petit corps en France. Et je sais que récemment, ils poussent les femmes à passer les concours. Donc moi, je suis astronome adjoint. Et pour passer astronome, il faut passer un concours. Et là, récemment, cette année, on avait fait une réunion avec tous les astronomes adjoints et physiciens de France. Et ils disaient, les femmes, vous vous présentez jamais au concours, quoi. Donc encore une fois, parce qu'on se rabaisse et on dit non, c'est pas pour moi, etc. Mais ça, c'est la vraie différence, quoi. C'est pas parce que le concours est trop dur ou parce que ça prend pas en compte la vie, comme tu disais. Chez nous, c'est juste que ça nous passe là, quoi. Ça nous intéresse pas forcément. Oui, c'est moi, hiérarchie, je pense que moi, j'en suis la preuve. Je suis quand même assez jeune et du coup, je suis dans le comité exécutif de ma société par un concours de circonstances et de chance, je pense, parce que j'étais là au bon moment pour créer la filiale. Aussi, j'espère. Non, mais c'est vrai. Mais quand même, les deux, j'espère. Mais je discutais récemment, et je crois que tu étais avec moi, avec une femme qui vient d'être nommée CEO d'un grand groupe. Tu vois de qui je parle? Je sais pas. Mais voilà, donc en fait, c'est possible aussi. Et donc, on a discuté un petit moment parce qu'elle me disait qu'elle avait eu 2 enfants. Et que moi, c'est quand même quelque chose qui m'interroge. Donc, il y a plein de biais, j'imagine, que vous devez connaître, mais elle me parlait notamment du rôle de son partenaire dans sa carrière. Et puis, c'est aussi ce groupe où elle est restée 20-30 ans qui, là, lui a fait confiance. Bon, elle est quand même pas sur la fin de sa carrière, mais plus âgée. Mais donc, ça se fait aussi dans les grands groupes. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus long, plus laborieux et moins direct, notamment à cause de ces disparités. Et puis, moi, comme toi, je pense... du coup, je suis dans une plus petite structure et j'ai pas non plus d'enfants, donc est-ce que je vais redescendre ou aller ailleurs ou je ne sais pas. En tout cas, c'est des vraies questions. Ça revient à la question pas du rôle modèle, mais en tout cas des modèles. Moi, c'est une vraie question peut-être pour les jeunes femmes ici. Enfin, je pense que vous êtes plus jeunes, mais moi, c'est une vraie question de voir des femmes qui sont avec moi dans des conférences, qui sont plus âgées, qui sont dans des rôles hyper importants, et de savoir qu'elles ont 2-3 enfants parfois. Moi, je sais pas, moi j'ai un chat, j'ai du mal. Donc mais ça, je pense que c'est d'autres questions de société. Mais donc, il y a encore du progrès à faire. Enfin, moi, ça me pose vraiment des questions. Je pense que, comme beaucoup de gens. Mais... Ça dépend surtout de chaque femme, en fait. Parce que j'ai aussi entendu plein de témoignages. Il y avait une doctorante, donc elle était thésarde, elle était en train de faire sa thèse. Elle a eu un enfant pendant sa thèse et elle a quand même réussi à devenir docteur à la fin. Et oui, voilà, ça arrive. Moi, je pense surtout aux astronautes, à Samantha Cristoforetti, où elle s'est débrouillée. Donc, Samantha Cristoforetti, c'est une astronaute italienne. Et elle s'est organisée, bien sûr, pour avoir des enfants entre 2 missions dans l'espace. Donc, Jessica, qui est avec Sophie aussi. Jessica, oui, Merck, voilà. qui est avec Sophie en ce moment, aussi, elle a eu sa fille entre ces 2 missions ISS. Donc là, elle est dans l'ISS, sa fille a 2 ans. Et donc, en effet, c'est de l'organisation, mais tout se fait. Et tout se fait en parlant... avec plein de facteurs, je pense. Un mari très présent, un coparent très présent. C'est ça, il faut l'entourage. Un support système. Ouais, et on en revient à la question de l'entourage. Merci pour la première question, en tout cas. On a beaucoup dérivé, comme quoi ça nous a inspiré. Une autre question, peut-être. Est-ce que vous avez senti une différence culturelle à travers les différents pays dans lesquels vous avez pu intervenir sur les écarts de salaire à iso-poste et iso-responsabilité? Je l'ai ressenti aux États-Unis, mais j'allais déjà dire entre la France et les États-Unis. Mais bon, en connaissant la réalité du pays, c'est aussi compréhensible. Mais oui, j'ai eu plusieurs collègues, des cas très concrets, qui avaient ce problème. Après, c'était peut-être là, en tout cas, lié avec justement les personnes qui l'entouraient, le management, mais elles sont toutes les deux parties de la société. Alors que moi, j'étais un peu confrontée à des
des questions similaires en France, c'est-à-dire prendre beaucoup de responsabilités d'un coup et donc devoir avoir des ajustements de salaire et de titres. Et j'ai été entourée, c'était pas que la France, c'était aussi, j'avais une DRH anglaise, parce que je viens de la filiale anglaise. Et du coup, ça s'est bien passé, je suis encore là, enfin, c'est pas que pour ça, évidemment. Mais elles avaient des très forts conflits avec une direction uniquement masculine de, justement, personnes, ouais, vraiment de vieil homme blanc américain de 50 ans. Et je pense qu'il y avait une très, très forte différence culturelle aux États-Unis. Et au Japon, je connais pas. Et au Japon, je pense qu'il y a vraiment des grilles. Donc, qu'on soit une femme ou un homme, ça dépend de la grille et ça dépend de ce qu'on fait. Et si on reste jusqu'à 2h du matin, je rigole. Mais c'est un peu ça, oui. En Angleterre, très, très à cheval sur la parité. Vraiment, il y a des comités, des personnes représentantes. Moi, c'est peut-être pour ça que j'ai eu de la chance que du coup, ma DRH était anglaise à ce moment-là de la transition. Donc, oui, plutôt positivement en Angleterre. Je pense qu'ils font vraiment très attention. Les grilles de salaire étaient quasiment transparentes pour tout le monde. Donc, oui. Moi, comme tu as dit pour les US, ouais, culturellement, c'est aussi très différent. J'ai fait expérience avec les Chinois, qui limite quand je suis arrivée, parce qu'on collabore un petit peu avec les équipes chinoises pour l'exploration martienne et lunaire. Et la dernière fois que j'y suis allée, donc je commence quand même à bien les connaître. Et le gars me dit: ah, mais toi, t'es PI, t'es responsable, tu dois être super bien payé. Et le mec, du coup, j'explique: bah non, c'est des grilles, voilà, c'est des grilles nationales, peu importe, quoi, c'est pareil. Et il était hyper étonné parce qu'en Chine, bah, bien sûr, mais si le gouvernement décide de mettre à fond sur le spatial, du coup, ceux qui bossent dans le spatial, dans les laboratoires qui vont bien, ils ont vachement d'argent et en plus, s'ils sont responsables d'une manip, les mecs, ils ont des salaires de dingue. Après, je dis les mecs parce que en Chine, c'est quand même aussi. Alors, il y a beaucoup d'étudiantes en thésardes, mais après la thèse, déjà, les postdocs, il y en a de moins en moins. Mais un peu comme en France, enfin, en tout cas, moi, dans mon labo, les thésardes, il y en a, et c'est après la thèse, elles disparaissent, quoi. Mais... Bonjour, merci pour vos témoignages déjà, qui sont très percutants et très intéressants. Je voulais juste savoir si, comme vous avez parlé de rôle modèle, vous avez parlé de l'importance des rôles modèles dans vos études, dans votre vie, est-ce que vous faites partie d'associations pour être rôle modèle, type Elle Bouge ou des témoignages comme ce soir? C'est très honorant déjà comme question. Pour ma part, c'est ma première expérience où je parle de ce genre de choses. Alors, à une aussi grande assemblée, sinon, j'ai déjà eu des professeurs qui sont venus à l'Est de l'Espace avec leur groupe et qui abordaient ce sujet. Et donc, ils ont demandé à avoir 1 heure avec nous pour discuter de ce sujet-là. Donc, j'ai déjà fait ce genre de témoignage où j'ai pu discuter avec les jeunes filles et aussi les jeunes garçons. Donc, pour ma part, c'est la première fois que je fais ce genre de discussion et de thème. Et je le fais parce qu'en ce moment, il faut le faire. Je le fais pas... Enfin, voilà, ouais, il faut le faire en ce moment. Donc, il faut en parler en ce moment. Et donc, c'est presque un devoir, quoi. Il faut le faire. Moi, je pense que je le fais à l'échelle... je vous vois plus. Ah, voilà. Je l'ai fait à l'échelle qui, moi, m'a impactée. Donc, dans des associations, je le fais avec le SJAC, qui est cette grosse association. Moi, ce qui m'a impactée, c'est vraiment mes managers de proximité. Donc, j'essaye de le faire pour mes équipes vraiment un maximum. Et aussi, je le disais tout à l'heure, pour toutes les personnes qui me contactent, en fait. Donc, pas dans une association, mais j'ai pas mal de sollicitations et donc j'y réponds vraiment tout le temps, que ce soit collège, lycée ou plutôt d'autres personnes. Parfois, on a lieu à des discussions et il y en a même une que j'ai embauchée dans mon équipe, donc plutôt à une échelle microscopique. Mais après, ouais, moi, je fais pas mal de conférences, donc ça, j'en fais un petit peu aussi. Et avec plaisir pour le faire plus si ça a un impact et que c'est intéressant notre propos. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a 2 aspects. Déjà, quand j'étais en thèse, j'avais postulé un prix qui s'appelle le prix L'Oréal pour les femmes et la science, qui est le prix d'une fondation faite par L'Oréal et l'UNESCO
pour l'égalité femmes-hommes dans les sciences. Et notamment, une de leurs actions, c'est justement pour faire du role modeling, je ne sais pas comment on dit ça, mais chaque année, ils sélectionnent en France, on est 30 lauréates, postdoctorantes ou doctorantes, qui sont sélectionnées à la base sur le dossier scientifique. C'est en partenariat avec l'Académie des sciences, donc ils prennent des sujets comme ça qui vont être diversifiés, considérés comme innovants, etc. Et le but, c'est à la fois de mettre en avant notre recherche, mais aussi de mettre en avant ce côté rôle modèle de femmes en sciences. En gros, le constat qui a été fait par la Fondation, qui a mené pas mal de recherches en réalité, quantifié des recherches sociologiques sur comment, notamment avec leur programme For Girls in Science, où ils se sont rendus compte que si on veut créer ce rôle modèle, il ne faut pas juste montrer des femmes qui font des sciences, il faut montrer des femmes qui parlent de sciences. En gros, je m'explique. Ce qu'on est en train de faire là, de discuter de la question du genre dans les sciences, c'est pas le plus efficace. Donc les collégiennes, fermez vos oreilles parce que c'est ce qu'on est en train de faire là, de parler de l'inégalité. Si on veut inspirer les filles à faire des sciences, c'est pas le plus efficace. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que statistiquement, ce qui permet d'amener les filles à faire des sciences, c'est plutôt d'amener des femmes dans les classes notamment, mais pas que dans les classes, dans les médias, etc. Et que juste elles parlent de sciences. Presque l'idéal, ce serait qu'en fait on fasse des tables rondes comme ça, ou des interviews, des machins, où on ne pose jamais la question de est-ce qu'on est des femmes ou pas. Où juste on raconte la science qu'on fait, on raconte ce qui nous intéresse, et ça crée de l'identification. Et donc c'est un peu ça le truc de la Fondation L'Oréal, c'est de dire on va... alors en l'occurrence, ils le font au moment de la fête de la science, en octobre, et non pas au moment du 8 mars, ce qui est quand même assez intéressant aussi comme démarche, ou même du 14 février, qui est la journée internationale pour les femmes et les filles en sciences. Voilà, je vous l'apprends peut-être. Donc le but, c'est à ce moment-là, on est en pleine fête de la science, les médias parlent de science, donc on va envahir l'espace médiatique de femmes qui font des sciences. Et en plus, ils font un super dossier de presse très efficace pour envoyer massivement à la presse, où ils ont juste à se servir parmi 30 doctorantes qui sont très contentes de parler de ce qu'elles font. Et comme ça nous permet d'aller dans les médias, d'aller... voilà. Donc ça, c'est un des programmes, c'est le programme auquel j'ai participé quand j'étais en thèse. Et ça m'a beaucoup aidé en plus, on nous a fait un média training, on nous a appris à parler de nos recherches, on nous a formés sur plein de sujets. Donc ça aide beaucoup. Et depuis cette époque-là, et puis aussi parce que je fais de la scène par ailleurs, on l'a dit, je suis humoriste, etc. Je parle de temps en temps dans des médias et je parle souvent sur scène. On me donne souvent des micros. Voilà, j'aime beaucoup parler longtemps, désolée. Et du coup, j'essaye de parler de science parce que je sais... Déjà, ça m'intéresse et puis c'est le truc que je connais, donc c'est pratique. Mais en plus, je sais que ça a un impact juste dans un comédie club de dire « Ouais, bah moi, voilà, dans la vie, je suis scientifique ». Ça peut paraître anodin, mais en fait, ça participe à changer petit à petit l'image qu'on peut avoir de ces métiers-là, pour les hommes comme pour les femmes. Donc moi, c'est ça. Je fais pas trop de programmes de parrainage ou de Elle bouge, etc. parce que j'ai pas le temps. Mais parce que j'aimerais beaucoup, mais c'est vrai que ça demande toujours beaucoup de temps. Mais j'essaye, dès que possible, si je peux parler dans des médias de ce que je fais en recherche, si je peux parler sur scène de ce que je fais en recherche. Mais du coup, j'essaye... Alors, on est un peu obligé de parler des inégalités parce qu'elles sont là, et comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a un biais, il faut d'abord le mesurer avant de le corriger. Par contre, idéalement, dans un monde idéal, on pourrait ne parler que de science et que ce soit même plus un sujet. Donc je pense que c'est là qu'on peut aussi être utile, c'est juste en racontant ce qu'on fait, quoi. Moi, je ne fais pas partie d'association non plus particulièrement, mais je fais pas mal de choses. Par exemple, je suis la marraine là, de défis robots pour tous, organisé par la Cité. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça montre aussi qu'il y a des femmes en sciences et surtout que c'est avec des écoles primaires, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est vraiment des tout petits, quoi. Donc ça, je pense que c'est important. Et peut-être 3 fois par an, je dois aller dans les écoles primaires ou collèges. Donc quand on me sollicite, en général, je viens. Alors, bon, bien sûr, si vous êtes le 5e à me solliciter, voilà, je dis non. Mais je le fais quand même assez souvent. Et aussi dans le cadre d'une association, mais je ne connais pas le nom parce que je suis assez nulle à retenir les organismes autour. Mais souvent, il y a des projets dans les écoles aussi. Et là, c'est bientôt d'ailleurs, c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pareil, je vais dans une classe pour parler. C'est l'exploration martienne, mais eux, ils ont un petit projet avec les cours de dessin, etc. Enfin, c'est pas que SVT ou je sais pas quoi. C'est vraiment un projet multidisciplinaire où là, moi, je vais parler de ce qu'on fait avec le rover, etc. Donc, moi, j'essaye de faire ça au max.
J'ai fait pas mal d'émissions radio à la Cité aussi. Et ça, pourtant, moi, je me fais violence pour faire ces trucs-là, parce qu'autant aller dans les classes et tout, moi, j'ai aucun problème, ça me plaît beaucoup. Radio et télé, j'aime pas parce que je suis timide, et puis en plus, la radio en direct, on sait jamais combien de temps on a pour répondre et tout. Enfin, je trouve ça hyper malaisant, j'ai horreur de ça. Mais je le fais tout le temps. Comme on a dit déjà, c'est important d'avoir une représentation féminine pour parler de science et pas juste pour dire je suis une fille. Machin. Je vais rajouter un témoignage. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai participé à une émission C'est toujours pas sorcier. Et en discutant avec l'animatrice, elle était très heureuse d'avoir une interlocutrice, une fille avec qui elle va pouvoir parler de science, parce que d'habitude, à chaque fois, elle a toujours des invités garçons. Et donc là, elle était très contente. Donc oui, en effet, c'est mettre des visages de féminins qui parlent de science, ça va être déjà un bon point. Ouais. Bonjour. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pourriez nous, enfin si c'est pas trop compliqué, nous dire justement qu'est-ce que vous faites dans votre travail cette semaine, ces derniers mois, c'est quoi votre projet, quel est le but là de ce début d'année? Donc je commence parce que j'ai le micro apparemment. Donc cette semaine pour moi elle est un peu particulière parce que je suis en formation et ça peut paraître pas très séduisant, mais je fais une formation de codage. Voilà, moi j'adore ça, donc je suis trop heureuse. Et donc en ce moment, si je fais une formation de codage, c'est pour pouvoir mieux utiliser encore le planétarium, qui est un système de diffusion numérique qui simule l'univers. Et donc vous comprenez que pour simuler l'univers, il faut savoir faire un peu de codage quand même. Et donc là, j'ai une formation complémentaire. Sinon, donc mon métier de base, c'est de justement mettre tous les moyens pour que la science soit mieux comprise par tout le public, le grand public. Donc créer soit des animations avec un animateur, soit créer des petits films, des modules qui vont les expliquer. Voilà, essayer de trouver la formulation, l'accroche qui va faire que cette notion, elle va être comprise par le plus grand nombre. Donc ça, c'est mon métier au quotidien. Et je forme aussi les animateurs pour qu'ils puissent le transmettre au public. Donc c'est assez complet, il y a un travail d'équipe. Là, en ce moment, je suis vraiment seule avec mon formateur devant mon PC, mais je suis heureuse. Voilà. Moi, mon métier, il a plein de facettes différentes, à différents niveaux. Je peux peut-être commencer par le plus haut niveau, où c'est du management d'équipe, quoi. Donc, il y a le côté management avec l'équipe française, l'équipe européenne, parce qu'on a quelques personnes à Berlin et quelques personnes en Espagne. Et le management côté américain. Donc, par exemple, tous les mercredis, on a réunion avec les autres responsables, donc les responsables des autres instruments et les responsables du projet du rover, quoi. Donc là, on parle budget. Donc, sous l'administration Trump, je peux vous dire que c'est pas très fun. Bon, au moins, on s'ennuie pas. Donc, on parle budget, les plans. On fait un peu des plans sur la comète. Quels sont les endroits les plus intéressants à aller avec le rover genre dans 2 ans. Donc voilà, on fait projection un peu stratégique. Et après, j'ai mon métier un peu plus bas niveau, on va dire, mon métier un peu que je faisais avant. Et là, qui se découpe en plein d'activités différentes. Donc, je donne des cours à la fac et par exemple, dans 2 semaines, commencent les cours, les TP sur les lecteurs CCD, donc les trucs qui prennent des photos. Et ça, c'est franchement pas ma tasse de thé. Donc, par exemple, hier, voilà, j'ai passé 4 heures en salle de TP toute seule pour savoir utiliser l'oscilloscope parce que franchement, depuis le collège, j'avais pas utilisé un oscillo. Donc ça, c'est rude. Et malheureusement, il faut aussi que je fasse ça. Donner les cours, c'est bien. Mais voilà, utiliser un lecteur CCD, c'est loin de mon cursus à moi. Donc voilà, donc ça, j'y passe du temps. Je mène aussi un groupe de travail sur la calibration d'une des techniques de l'instrument, machin. Et ça, c'est toutes les semaines et ça me prend un temps fou. Donc voilà, je fais ça. Mes articles, mes recherches, tout ça. Et je crois que ça peut... Ah non, non, j'oubliais quand même le plus important. La gestion du rover, les instruments, les données, quoi. Je me disais, il me manque un truc.
c'est pas négligeable parce que c'est le soir, parce que c'est des missions américaines sur lesquelles je travaille. Du coup, en général, c'est 17h à 23h, un truc comme ça, des fois à 2h du matin, si c'est compliqué ou pas. Et bon, alors on est une équipe et c'est une semaine on gère donc l'instrument ChemCam qui est sur Curiosity et une autre semaine on gère SuperCam qui est sur Persévérance. Sur ChemCam, moi je fais plus qu'un seul rôle qui me demande pas trop de temps parce que je le fais dans la journée. Enfin, les données souvent elles arrivent même un peu avant 17h. Du coup, voilà, en général à 20h j'ai fini. Et c'est pas forcément toutes les semaines que je le fais. Je suis un petit peu moins impliquée dessus. Supercam, tout ça, je fais au moins un rôle par semaine en général. Donc il y a au moins un soir dans ma semaine où je suis au CNES d'ailleurs et jusqu'à assez tard. Mais voilà, ça fait partie de. Donc c'est un des volets de mon boulot, c'est ça. Moi, ça n'a rien à voir du coup. Cette semaine, je prépare des visites présidentielles dans notre filiale au Japon. Donc, c'est des réunions avec le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, la direction internationale du CNES. Voilà, à distance, différentes séquences. Et j'ai tout un pan de mon métier qui est ça, donc les relations avec les institutions. Donc ça va être les institutions qui s'intéressent au spatial, donc le ministère de la Recherche et de l'Espace, mais aussi le ministère des Armées. Donc je vais beaucoup à Ballard à Paris et le ministère de l'Économie, parce que donc on est une entreprise, donc il y a aussi des programmes, et la Commission européenne, donc je vais pas mal à Bruxelles aussi. Et donc très succinctement, moi, j'ai des relations du coup avec les gouvernements pour créer des programmes et les financer parce qu'on est sur des activités, le service en orbite et la recherche de débris très en amont. J'ai des activités d'analyse de marché et de business développement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait cette semaine, d'analyser tous les marchés et les futurs contrats et le budget qu'on va avoir sur les 3 à 5 prochaines années. Et comme on est une petite équipe de non-ingénieurs, j'ai aussi le marketing et la communication. Mais je précise que j'ai quand même des consultants sur tous ces sujets en politique, en défense, en communication. Donc on est une petite équipe de 4, mais on a quand même du rayonnement. Donc voilà, un peu différent. Je travaille au CNES tous les jours et en gros, moi je suis ingénieure, donc mon boulot c'est de régler des problèmes. Globalement, moi je travaille sur les instruments. Je sais pas faire des satellites ni des fusées. Moi je sais faire les trucs qu'on met dessus. Et je sais pas faire n'importe quel instrument qu'on met dessus, mais le truc bien particulier sur lequel j'ai fait ma thèse, ça c'est toujours la magie de savoir qu'on sait faire qu'un tout petit truc. Et en l'occurrence, moi je travaille avec des instruments quantiques, donc on manipule des atomes. Et ça rentre dans la grande boîte des technologies quantiques dont vous entendez peut-être parler là, où on dit tous que c'est l'avenir, etc. Bon, en réalité, c'est des technologies qui sont très bien maîtrisées dans les laboratoires. Donc, ces manipulations d'atomes pour faire des mesures très précises, c'est des choses qui sont faites depuis longtemps dans les laboratoires. Mais le but, c'est d'utiliser ces technologies-là pour faire des mesures très précises, mais depuis l'espace, donc dans des satellites. Et là, passer d'un truc qui était en laboratoire à un truc qui va dans un satellite, c'est toujours un délire. Donc, globalement, mon boulot, je suis bien évidemment pas du tout toute seule à faire ça. Hein. On est plusieurs au CNES, plusieurs avec nos entreprises, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, avec la Commission européenne, avec qui on travaille sur la mission sur laquelle je suis. Où l'objectif, voilà, c'est de trouver. Il y a plein de sous-systèmes qu'il faut réussir à spatialiser, donc à rendre résistant. Ça peut aller aux radiations, aux vibrations, mais aussi juste à être assez petit pour rentrer dans un satellite, à consommer assez peu d'énergie pour rentrer dans un satellite. Donc ça, c'est des parties très ingénierie. Donc là-dedans, voilà, on est plusieurs à travailler dans ces projets. Il y a des parties aussi très scientifiques où en fait, on va vraiment estimer. Tout à l'heure, je parlais de biais, etc. Donc on va vraiment regarder la mesure, dans la précision, comment on l'a fait, quels sont les phénomènes physiques qui interviennent. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vraiment de la mécanique quantique. Donc il y a des équations, il y a des trucs. C'est pas le cœur de mon métier. Moi, j'interagis surtout avec les scientifiques des laboratoires pour organiser le travail autour de ces sujets-là, on va dire. Mais j'ai quand même fait ma thèse dans ce domaine-là et les gens avec qui je travaille, c'est globalement mon ancien directeur de thèse et ses collègues. Donc, je comprends un peu ce qui se passe et j'essaye de travailler avec eux aussi sur ces sujets-là. Et puis, il y a un volet aussi un peu laboratoire parce qu'effectivement, on a des choses qu'on intègre dans les laboratoires où on fait des tests. Donc, pour le coup, j'utilise des oscilloscopes. Tous les jours, je branche des trucs et tout. C'est super. Comme ça a l'air pas ouf, mais c'est rigolo. Et voilà, donc ça, c'est voilà ce que je fais au CNES. Globalement, c'est un peu de ces casquettes. Puis le CNES, on a ce rôle un peu particulier, qui est qu'on est entre les laboratoires et les industriels.
Et on est là un peu pour faire cette brique manquante entre les deux parce que c'est pas la même culture, les personnes qui travaillent dans les laboratoires et les industriels. Et puis, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles les laboratoires nous disent ça, c'est pas notre boulot de faire vraiment l'instrument. Et de l'autre côté, où les industriels vont dire ça, c'est pas notre boulot. Et des fois, il y a personne qui fait le boulot entre deux. Donc, c'est vraiment ça le boulot du CNES, quoi, c'est de faire un peu cet entre-deux. En tout cas, comme je le comprends, j'y suis que depuis 1 an et demi. Et puis, j'ai fait que le très amont d'une mission. J'ai pas vu encore ce que c'était que d'envoyer quelque chose dans l'espace. Donc voilà. Puis j'ai mon autre vie le soir, qui est que je prends ma guitare et je vais faire des chansons sur les plateaux de stand-up dans des caves toulousaines. Voilà. Parce que pourquoi pas. Et voilà, là par exemple, la semaine prochaine, je vais à Grenoble jouer mon spectacle qui s'appelle Les particules hésitent aussi. Côté très dramatique. Que je joue, là je vais jouer, je commence à faire mon spectacle depuis janvier et je le joue à Toulouse, à Paris, à Grenoble, à Lyon, voilà, donc quand j'y arrive. À Toulouse, la prochaine c'est en avril, mais c'est complet. Et il y en a une en mai, il me semble que c'est vous trouverez ça sur mes réseaux sociaux. Je connais pas par cœur les dates, mais voilà, donc ça c'est un peu mes 2 vies. Merci beaucoup à vous toutes déjà de nous avoir répondu. On peut les applaudir. On tient vraiment à vous remercier d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Après une première édition très réussie, je pense qu'on peut dire que cette deuxième l'est aussi. Merci d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice qui n'est pas toujours simple. On est également très heureux d'avoir pu vous recevoir dans notre podcast pour parler de science et parler de vos métiers spécifiquement. Et donc, on a retrouvé Célia et Morgane dans notre podcast. On espère pouvoir vous retrouver, Julie et Agnès, dans un futur épisode, parce qu'à mon avis, on a beaucoup de choses aussi à dire avec vous. On vous laisse peut-être, si vous souhaitez, un petit mot de la fin avant de passer, nous, à nos remerciements côté événement. Si vous avez un dernier truc que vous vouliez dire, allez-y. Alors, moi, je pense surtout à une jeune fille qu'on a rencontrée qui a dit qu'elle voulait devenir astronaute. Donc, il y en a peut-être d'autres aussi parmi vous qui ont des connaissances ou qui veulent devenir astronautes. Il y a énormément de conseils donnés par les astronautes eux-mêmes. Je crois que c'est Chris Hadfield, un astronaute canadien, qui avait juste exprimé que pour devenir astronaute, un des meilleurs moyens, c'était de penser à s'occuper de soi-même, de son corps, être en bonne santé, faire du sport, puis ensuite faire le métier qui nous plaît. C'est-à-dire faire une carrière dans un métier qui nous plaît et avec un peu de chance, toujours guetter quand même, avoir l'occasion de devenir astronaute. Il n'y a pas un métier qui nous permettra de devenir astronaute, c'est n'importe quel autre métier. On fait la carrière que l'on veut, on s'occupe de soi, on s'occupe de son corps, on fait du sport, on a une vie saine. Et après, avec un peu de chance, on peut y aller. Et je pensais à un deuxième conseil, une petite phrase comme ça que j'ai toujours en tête, dite par Samantha Cristoforetti, encore une fois, l'italienne, qui dit, qui s'adresse justement aux jeunes filles en disant qu'avec beaucoup de travail, donc là je la cite, avec beaucoup de travail et un petit peu de chance, tu peux être tout ce que tu veux. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il faut avancer. C'est très beau. Je voulais juste vous remercier, déjà vous deux, c'était mon mot de la fin, déjà pour tout votre travail, vos podcasts, vulgarisation, cet événement, et puis vous surtout de vous être déplacés, d'avoir pris le temps de partager cette soirée avec nous, et d'être aussi diverses. Je ne m'attendais pas à autant de divers profils, donc ouais. Merci beaucoup pour votre écoute, et j'espère qu'on vous a apporté quelque chose. On en parlait. Si vous avez envie de découvrir les podcasts qu'on a réalisés, notamment avec Morgane et Célia, pour l'instant, on vous invite à aller sur Odyssée Spatiale, mais vous pourrez aussi réécouter si jamais à un moment vous êtes endormi, si jamais vous voulez faire écouter ces échanges à des proches à vous, on publiera l'entièreté de ce qui a été dit jusqu'ici à peu près. Vous pourrez les réécouter d'ici 1 semaine ou 2, le temps de faire le montage, et on la publiera en 2 semaines, je pense que c'est bien. On aura besoin de se reposer un petit peu, mais en tout cas vous pourrez le retrouver très bientôt sur Odyssée Spatiale, sur n'importe quelle plateforme de podcast. On passe aux remerciements, cette fois-ci généraux. On tient à remercier bien sûr nos intervenantes, on l'a déjà dit, mais encore une fois, vraiment merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On peut les applaudir.
Et en lien avec ces intervenantes, on tient à remercier aussi leurs structures, leurs entreprises qui ont aussi accompagné cet événement. Donc Astroscale, qu'on peut applaudir. La Cité de l'Espace qui nous accueille ce soir, qu'on remercie très chaleureusement. Mais aussi le CNES, bien sûr. Et l'IRAP, 2 grandes structures du spatial. Et un remerciement tout particulier, parce que ça nous tient à cœur, à Léo Tozan, qui se promène dans la salle, qui est là. Coucou Léo. Léo est un artiste, graphiste, et il est aussi photographe de talent. Il nous a fait notamment l'affiche de l'événement, tous les visuels, l'affiche de tous nos événements, des suites. Il fait du boulot qui est assez incroyable, donc on vous invite à le suivre, c'est Nost sur les réseaux. Et voilà, on tenait à le remercier parce qu'il nous apporte un soutien depuis le début, donc c'est beaucoup pour nous. Et pour information, certains ne le savent pas, on est passé sous l'égide d'associations avec Odyssée Spatiale, donc si vous avez envie de nous soutenir un petit peu avec ce QR code, 1 € c'est déjà beaucoup. Sachez que ça nous aidera juste à renouveler notre matériel et aller faire des déplacements pour aller faire d'autres podcasts passionnants. Encore un immense merci à vous, bonne soirée, merci beaucoup, merci à tous.